Je trouve qu'aujourd'hui, nous marchands qui possédons des galeries, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui ont des galeries, il faut qu'on opère un espèce de retour aux sources. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille dans nos galeries, qu'on redonne envie aux clients de venir nous voir, parce que la galerie, c'est quand même un lieu d'accueil. C'est un lieu où les collectionneurs peuvent venir en toute confidentialité quand ils le souhaitent. Je pense que c'est très important de retravailler sur l'intérêt et la qualité de nos galeries. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient mythe. Un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosantico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galeristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Bornas Cognamillo, je suis le PDG et fondateur de Mintleman & Co, et ça, c'est Rosantico. Lucas Raton, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien et vous? Moi, je suis très content de vous avoir sur Rosantico. On s'est revu au Parcours des Mondes cette année et je suis rentré dans votre galerie. J'ai vu vos espaces, l'exposition en cours. Je me suis dit, OK, Lucas, il faut trop qu'on enregistre un épisode de Rosantico. Avec plaisir, avec plaisir. Et donc, vous voilà devant le micro. La première question pour vous présenter à nos auditeurs, toute simple, c'est de vous présenter. Tout à fait. Bah, écoutez, je m'appelle Lucas Raton. Je suis marchand d'art africain, d'art tribal, depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai commencé ma carrière au Puce de Saint-Ouen, là où j'ai fait mes armes, hein, là où j'ai vraiment appris les fondamentaux et les bases de mon métier. Et j'ai ouvert une galerie à Saint-Germain-des-Prés il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années. Donc, je me suis installé au quartier historique, on va dire, de l'art africain et voilà, maintenant je développe mon activité de marchand, à travers le monde, les salons et ma galerie maintenant qui est une nouvelle adresse depuis à peu près 5 ans, au 11 de la rue Bonaparte. Je confirme pour les auditeurs, c'est un super espace. Passez voir la galerie parce que c'est vraiment trop, trop joli. Et donc, Lucas, je sais que vous venez d'une tradition familiale qui est très forte, très ancrée dans le domaine artistique qui est le vôtre. Est-ce que vous, justement, vous pourriez un peu nous dire pourquoi avez-vous décidé de continuer la tradition familiale de la famille Raton? Écoutez, moi, c'est une aventure, assez originale. Quand on en parle, on se dit: «C'est normal, qu'il ait pris la suite», mais non, au début, c'était pas du tout, prémédité. C'était, vraiment c'est venu à moi comme, quelque chose d'assez naturel finalement parce que mon père, Philippe Raton ne m'a jamais contraint, hein, ne m'a jamais, forcé à faire son métier. Donc j'ai eu la chance de faire ma propre expérience et si vous voulez, quand j'ai eu mon bac, à 19 ans, je me suis dit que j'allais aller ouvrir un magasin, un stand au Puce de Saint-Ouen, comme lui l'avait fait auparavant, 40 ans avant et en fait, je l'ai fait tout simplement par curiosité parce que j'avais envie de découvrir ce métier par l'intérieur et par les fondamentaux et commencer vraiment par le début. Si vous voulez, j'étais pas, dans ma tête, c'était pas un parcours logique que je devienne marchand à 19 ans, et donc j'ai fait le choix de tout de suite aller sur le terrain. J'ai continué à faire des études en parallèle, hein, des études d'art et d'histoire de l'art, donc avec des horaires aménagés. J'ai eu la chance de trouver ça, notamment avec, Creative Education qui était un programme, assez intéressant avec des maîtres de conférences, avec une spécialité en art africain, hein. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais c'est vrai que c'était très intéressant et en même temps, en parallèle, j'avais, mon stand au Puy de Saint-Ouen que j'ai ouvert, si je ne dis pas de bêtises, en 2007. Une question qu'on me pose souvent, on vient me dire, «Borna, tu fais, des interviews avec des directeurs de galeries et on voit que bon, c'est des personnes qui, poursuivent une tradition familiale», Je comprends ce point de vue, mais en même temps, je pense que c'est pas du tout facile de reprendre une tradition de la famille et poursuivre cette mission de la galerie. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliciter justement, ce point?
aussi pour que les auditeurs connaissent ce point de vue et peut-être, puissent orienter leur opinion de manière un peu différente. Bien sûr, non, c'est tout à fait juste. C'est pas évident du tout d'être, fils, petit-fils et petit-neveu pour ma part de marchand. Mon grand-oncle Charles Raton était un des pionniers et des fondateurs de l'art, africain, classique. C'est lui qui a, on va dire, démocratisé ça aux yeux de tout le monde, avec Paul Guillaume, avec des gens comme ça qui sont quand même des gens, qui font partie de l'histoire. Donc forcément, là, on met la barre très, très haut. Mon grand-père Maurice Raton avait lui aussi une activité de marchand et mon père Philippe Raton, fait maintenant ce métier, de manière indépendante aussi depuis à peu près 50 ans. Donc c'est vrai que quand on dit ça, c'est assez, évident, mais ça ne l'est pas en fait. C'est un parcours indépendant, vous faites, à part, si vous faites le choix de travailler avec eux directement, ce qui n'a pas été mon choix. Moi, j'ai toujours voulu être indépendant et faire ma propre histoire, si vous voulez, malgré une histoire déjà existante et importante. C'est un double défi. C'est que, d'une part, vous recommencez, à la case dé enfin, vous commencez comme à peu près tout le monde à la case départ. Vous avez évidemment un bagage qui est supérieur à d'autres personnes. Il faut savoir l'utiliser, mais si jamais, par la moindre erreur, vous arrivez et vous faites, une erreur de parcours, vous allez pas être pardonné et on vous attend au virage, hein. C'est ce que je dis toujours, vous avez pas le droit à l'erreur, plus que personne d'autre parce que vous avez déjà un nom, qui est connu. Donc moi, je trouve que c'est, un défi parce qu'il faut, rendre hommage, au nom qu'on a. Il faut arriver à redorer le blason, si je peux dire, parce que si vous faites une erreur, vous êtes la cible facile des autres. Voilà et on fait un métier qui parfois la concurrence ne tolère pas, les écarts, et il faut être, du coup c'est une ça m'a donné une discipline de travail assez, importante. Si vous voulez, j'ai grâce à ça mis la barre assez haut et en termes d'exigence et donc je c'est une rigueur dans mon travail et ça m'aide à être encore plus performant, dans mon quotidien de marchand, en fait, si vous voulez. Super. En parlant de la justement de la mission et de la vision de votre galerie, donc aujourd'hui, comment vous pourriez synthétiser en quelques mots ce qu'elle représente et comment elle se distingue, dans le monde, du marché de l'art tribal, de vos confrères, qui est, très concurrentiel? Tout à fait et alors moi, si vous voulez, pour parler de mon début, j'ai commencé, comme un marchand, d'art africain, on va dire, assez généraliste, hein. D'ailleurs, pas que d'art africain, on est aussi spécialiste et je suis notamment expert, en Océanie et en art amérindien aussi. Donc je ça englobe mon activité, hein, même si ma spécialité reste l'art africain, évidemment. J'ai essayé de refaire mon parcours avec, ma vision et suivre mon goût et mes volontés et ce qui fait ma personnalité aujourd'hui. Parce que moi, je suis Lucas Raton, c'est l'avantage et l'inconvénient d'un nom, parce qu'on en parlait juste avant, c'est que il faut maintenant se faire un prénom et ça, c'est l'étape, suivante et c'est qu'on s et c'est ce que je me suis toujours dit, dans notre métier, certaines personnes ont la mauvaise habitude de dire: «Tiens, lui, c'est le fils de» ou c'est, le petit-fils de, et moi, mon défi de marchand, ça a toujours été, qu'on m'appelle Lucas et Lucas Rapon peut-être, mais en tout cas Lucas, c'est mon prénom et j'ai envie que les gens, reconnaissent mon travail et ce que j'ai fait et justement, pas juste en tant que petit-neveu ou petit-fils ou fils de, qui est important pour moi. Donc ça a guidé pas mal ma carrière et ça m'a permis de développer des choses qui m'étaient très personnelles, une approche du métier peut-être un petit peu différente de celle de mes prédécesseurs, avec une volonté toujours d'aller chercher la nouveauté, d'aller chercher, des relations avec d'autres pièces. J'ai découvert cette passion en moi et je suis aussi amateur d'autres types d'art, du design, un peu d'art contemporain assez récemment, mais aussi, de l'art moderne évidemment, qui est très lié à mon métier. Donc je prends un grand plaisir, si vous voulez, à vivre avec toutes ces types d'art mélangés et j'essaye de le faire ressentir au sein de ma galerie, tout en restant évidemment spécialiste de mon domaine. Donc, si vous voulez, moi, ma marque, on va dire, c'est, de créer des mélanges, assez visionnaires, assez avant-gardistes avec des artistes, avec des designers, avec des œuvres, d'art moderne, avec une thématique, bien précise pour, créer un lien, un pont, logique, historique, esthétique entre, ces arts, d'Afrique et d'Océanie bien sûr aussi et des arts, différents de toute génération avec toujours, une volonté d'excellence. Super. Est-ce que vous pourriez nous raconter, 2 anecdotes
de 2 objets qui ont marqué un peu votre esprit, votre mémoire et qui ont une histoire, intéressante, voire de provenance, ou de comment vous les avez découvertes, voire l'étude que vous avez faite pour les, légitimer, voire les valoriser? Écoutez, je pense à naturellement une pièce, c'est un reliquaire Fang du Gabon que j'ai acheté, il y a peut-être une dizaine d'années et que j'ai vendu à un collectionneur. Une fois que je lui ai vendu la pièce, on a, fait donc le certificat parce que pour moi, c'est une partie très importante, la recherche, de sourcer, de trouver un maximum d'informations sur la provenance, de travailler sur les modèles comparables. En fait, si vous voulez, nous, on fait un très, très gros travail. On a une historienne de l'art à la galerie, qui est là à plein temps pour travailler justement sur toute la partie historique, des pièces. Donc, la contextualiser, comprendre grâce à nos bases de données, parce qu'on a des bases de données, très bien faites, auxquelles on participe, où on a des provenances, très explicites. Donc ça, c'est très intéressant et si vous voulez, on a un travail de recherche en parallèle qui est pour moi passionnant parce que parfois entre le moment où vous faites l'acquisition de la pièce et vous la vendez, même après coup, vous avez la chance parfois de faire des découvertes et en l'occurrence, cette pièce avait une très belle provenance, mais on n'avait pas retracé «jusqu'au départ» entre guillemets la provenance et on s'est rendu compte que cette pièce avait appartenu à Paul Guillaume, avait été exposée à la galerie Durand-Ruel en 1933 et en fait, on a retrouvé ça grâce à une photo qui était prise sur un angle, un petit morceau de la couche qui dépassait, mais il fallait vraiment zoomer avec une loupe, et quand on a fait le certificat, j'ai dit, à la personne qui fait ça là, chez nous, et on a d'ailleurs une équipe, très intéressante. On travaille, vraiment en symbiose et tous ensemble. C'est la partie la plus intéressante même de notre métier. On a fait cette découverte et on s'est dit: «Mais attendez, il y a peut-être, est-ce que ça serait pas notre objet dans cette photo, qu'on avait utilisé simplement pour faire une ouverture?» À force de fouiller, en demandant aux personnes qui gèrent les archives de la galerie Durand-Ruel, ils nous ont gentiment communiqué d'autres photos avec d'autres angles et là, on a vu que l'objet était, en pleine page, publié, et du coup présent dans cette expo en 1933 qui nous a permis de retracer toute la provenance de Paul Guillaume, de Maurice de Vlaminck et là, on a fait une découverte formidable. On a presque pu écrire un livre sur cet objet qui a une provenance, assez extraordinaire. Donc ça c'est vraiment un souvenir, que je trouve, très intéressant, qui souvent se retrouve dans la partie, recherche et c'est là où on a souvent des très bonnes surprises et mais c'est un travail très long et parfois on cherche et on ne trouve rien de particulier évidemment, mais ça, c'est des histoires qui m'ont marqué, en fait. Et évidemment, le collectionneur était ravi, une fois qu'on lui a annoncé la nouvelle parce qu'il n'avait pas été vendu en tant que tel, donc il était ravi. Mais alors justement, ça me fait penser à ça m'a fait beaucoup réfléchir, hein, parce que vous avez donc un travail, une pièce que vous achetez et qu'après que vous revendez en espérant d'y faire une marge, dessus, ce qui est comme toute activité, commerciale classique. Donc il y a rien on ne peut pas le blâmer, au contraire. Mais donc, justement, est-ce que vous n'avez pas un pincement au cœur parfois, quand vous, voyez des pièces, si exceptionnelles, passer entre vos mains et après les laisser partir, dans les mains d'un collectionneur alors que vous avez dédié autant de temps? Alors bien sûr, le temps, c'est de l'argent, donc bien sûr, il y a une logique de viabilité, économique et donc, il y a des flux, entrants et des flux sortants. Malheureusement, c'est la règle pour tous, oui, c'est vrai, mais c'est sûr que mon fil conducteur, c'est d'acheter comme un collectionneur. C'est une espèce de règle que je me suis imposée et qui fait, peut-être aussi ma caractéristique, c'est que je ne suis pas capable, d'acheter une pièce qui ne me plaît pas. J'achète une pièce en me disant, «Celle-là, je serais ravi de la mettre dans mon salon, elle m'apporte une émotion, elle me plaît». Donc si vous voulez, la certes, on exerce le métier de marchand, mais moi, je pense que quand on achète avec passion et quand on fait ce métier avec passion et qu'on a une vision, un goût et une connaissance, on sait être attiré par un objet et parfois, on peut être amené à surpayer des objets évidemment, parce qu'ils vous plaisent et parce qu'ils sont de grande qualité et en fait, il y a cette réalité économique, mais si vous voulez, on essaye, d'être, guidé par la passion et la qualité avant même d'être guidé par, la base. Si c'est, comme je dis souvent, on n'achète pas un prix, on achète un objet et pour moi, si vous achetez un prix, c'est justifiable, vous êtes marchand, donc comme vous dites, vous devez faire votre marge et cetera. Mais aujourd'hui, plus le temps passe, plus ce fil conducteur est présent dans ma carrière. Moi, j'achète un objet, j'achète pas un prix. Évidemment, le prix doit au maximum être rationnel, mais parfois il ne l'est pas, parce que des collectionneurs qui ont la même attache que vous, ou le même sentiment de qualité, vous dites: «Non, mais je ne veux pas le vendre» et c'est à vous de trouver une façon de l'acheter et souvent, bah, il faut apprendre à payer le prix pour avoir quelque chose d'exceptionnel. Donc
Ça, c'est une chose qu'on apprend avec le temps, en faisant notre métier, si vous voulez. Donc, moi, je pense que la base, c'est d'acheter un objet qui vous plaît sincèrement. Très bien. Hem, Est-ce qu'il y a une dichotomie, entre la vente, gré à gré, que vous menez de front avec, votre clientèle et le marché des ventes, publiques aux enchères? Ou bien il y a des complémentarités? C'est-à-dire que il y a plusieurs, synergies possibles, voire en fait c'est, l'écosystème entier qui se tient debout, via des vases communicants? Comme vous dites, c'est un écosystème. C'est si vous voulez, pour moi, les ventes publiques sont un peu les régulateurs du marché, c'est-à-dire que c'est eux qui sont les 1ers visibles parce qu'ils sont publics, donc ce sont des ventes publiques, donc tout le monde a accès aux résultats des ventes. Il y a une presse importante, ils sont, visibles, donc ça rassure les collectionneurs et je trouve que c'est une partie importante de notre métier, on ne peut pas le négliger, c'est eux qui régulent notre marché. Donc évidemment, ils sont essentiels et d'ailleurs, les grandes maisons de vente, je trouve, spécialistes un peu de notre domaine, il y en a qui se sont vraiment spécialisées, qui, je trouve, sont très performantes et font un travail, tout à fait honorable et qui nous est, tout à fait favorable aussi, nous marchands, hein, évidemment, on ne peut pas le dénier donc je pense que c'est une concurrence loyale et nécessaire pour que le grand public et les collectionneurs non spécialistes, aient une vision, objective de notre métier, hein, on est dans quelque chose de tout à fait, cohérent, quand un objet est trop cher, peut-être, bah, justement, il ne se vend pas, quand la qualité est insuffisante, il se vend pas ou mal. Si vous voulez, ça explique aux gens que finalement, on est dans un métier, même si on est bon, marchand, antiquaire, il y a quand même des règles et une régulation et des cohérences de prix qui sont censées parce que souvent les gens qui ne connaissent pas se disent: «Mais comment vous arrivez à fixer un prix? Comment vous êtes capable de dire que cette pièce vaut tant ou tant?» En fait, moi, je trouve que finalement, on navigue plutôt à vue. On sait, où on va, on voit l'évolution du marché et je trouve que tout ça, pour quelqu'un même de néophyte, est assez clair et effectivement, il y a une complémentarité. Nous, on fait des expositions, on met en valeur des œuvres, on essaye de faire un travail éducatif aussi avec nos clients parce que moi, j'ai ouvert une galerie notamment dans le sud de la France, il y a pendant 5 ans. J'ai fait un gros travail de promotion, de mon domaine en essayant de montrer au grand public ma spécialité, via des collaborations avec des grandes galeries d'art contemporain. Je pense à Kamel Menour avec qui, j'ai travaillé, avec la galerie Créo, pour le design contemporain et la galerie Jacques Lacoste pour ne citer que et si vous voulez, on a créé cette collaboration, qui a permis de faire une espèce de promotion de l'art africain et de l'art tribal en général et ça a été un succès parce que les gens, finalement, se rendent compte qu'il y a une curiosité générale de gens et qu'aujourd'hui, grâce à des grandes ventes, grâce à des grandes expositions, grâce aux musées aussi, hein. Faut pas oublier les institutions, nationales, avec le musée du Quai Branly quand même, qui est un magnifique musée, des grands mécènes, des gens importants qui vraiment permettent à ce domaine d'exister. Je trouve qu'il y a un très beau travail entre l'institutionnel et le privé qui est fait aujourd'hui et qui donne une image juste et assez saine de notre métier finalement, quand on le connaît bien. En vous écoutant, en fait, je me rends compte que vous avez très bien réussi, à vous rapprocher, d'autres, domaines, d'autres, influences, d'autres secteurs, de l'art, à raison et en fait, ça vous a permis donc, j'imagine aussi d'avoir une clientèle, renouvelée, une clientèle qui est aussi sensible, de manière en fait, transversale. Bien sûr, moi, c'est mon travail et j'essaye de créer des ponts, des liens entre les différentes formes d'art et si vous voulez, c'est ce travail-là que je fais, quand je fais mes expositions. J'ai avec mes confrères notamment qui sont des grands spécialistes de leur domaine et eux aussi sont tout aussi intéressés de mettre dans leurs espaces, des objets, qui nous appartiennent pour créer ce mélange qui finalement intéresse les gens et comme je trouve que cet art est encore assez méconnu, on va dire, du grand public, il y a toujours ce côté étonnement, ce choc esthétique que les gens, appréhendent, parce que finalement tout le monde a cette curiosité de dire: «Mais j'adore ces objets, mais je» la phrase que j'entends toujours, c'est: «Ça m'a toujours plu, mais je connais pas». C'est une phrase que j'entends, tout le temps de la bouche des gens qui sont curieux, qui aiment ça, qui ont une attirance pour ces objets, mais qui ne connaissent pas. Donc si vous voulez, la non-connaissance fait qu'on a une barrière qui va se poser assez rapidement. J'aime, mais je ne comprends pas ou je ne connais pas ou je ne sais pas et moi, je suis là justement pour essayer de leur apprendre et de leur mettre un premier pied, dans cet art qui est passionnant et une fois qu'on commence l'aventure, on s'accompagne mutuellement.
c'est un échange fabuleux, c'est une fusion entre un marchand et un collectionneur et ça devient une relation extrêmement intéressante. Si vous voulez, j'ai tout type de clients et moi, mon but aujourd'hui, c'est de fabriquer des nouveaux clients, de découvrir, des gens qui vont se passionner pour ça et qui ont d'autres passions dans la vie, mais cette passion-là, enfin, mon domaine en tout cas peut venir s'ajouter et leur donner un petit peu, de chaleur, leur donner, quelque chose de différent. Vous voyez ce côté un petit peu authentique, fort, qui peut peut-être manquer, dans certains aspects de collection. Si par exemple quelqu'un collectionne que le design, comme disait mon ami Didier Krantowski, très justement, il vend des supports. Ce sont des pièces qui viennent supporter d'autres choses. Donc, moi je viens poser un objet sur un support, certes fait par un grand designer, mais le la fusion des 2 rend quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on s'amuse à allier nos forces et à rendre et à en fait, à faire un peu l'étape à montrer aux collectionneurs, à mâcher un peu le travail en leur disant: «Regardez cette pièce, va venir sublimer celle-là» et donc 2 ensemble, et ben, il va se passer un truc, assez formidable, que ça soit pour une raison de matière, pour des raisons de cohérence de forme. On va essayer de chercher cette fusion esthétique, si vous voulez, qui est finalement assez personnelle. Je me demande en fait, par rapport à ce que vous dites, je trouve qu'il y a très, très peu de galeries qui réussissent à faire ce que vous faites dans l'archéologie et à justement avoir cette connexion-là. Mais la majorité, disons sont un peu à la traîne. Mais alors est-ce que c'est une question d'âge, C'est générationnel, je pense que c'est une question d'ouverture d'esprit sur les marchands qui m'ont précédé, qui ont fait un travail, magnifique et de promotion, de valorisation des objets qui était effectivement très focalisé sur les objets et pas trop dans la présentation et la façon de les valoriser. Et ça, je trouve, ça veut pas dire qu'il faut pas non plus être moins regardant sur les objets. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? La qualité reste et il faut, c'est le fil conducteur de notre métier, c'est d'acheter des objets de qualité et de vendre des objets de grande qualité. Et moi, c'est vraiment mon objectif numéro un. Mais après, ils ont peut-être un petit peu négligé l'aspect esthétique et l'aspect présentation, c'est-à-dire, dans quel contexte présenter les œuvres. Est-ce qu'il est nécessaire de se prendre la tête à faire une mécénographie particulière, à repeindre les murs, à mettre des tableaux, à faire une couleur particulière pour une expo? Pourquoi autant de travail pour finalement vendre la même pièce? Et c'est un espèce de conflit générationnel. Enfin, moi, je parle avec, par exemple, avec mon père où lui me disait, «On va pas, tu es toujours en train de faire des travaux». Moi, ma galerie, si vous voulez, parfois, il m'arrive de la repeindre 3 à 4 fois par an, hein, et quand je dis ça à des vieux marchands, ils me disent: «Mais tu complètement fou, mais pourquoi tu fais ça? Tu dépenses des sous, non-stop», et je dis: «Mais enfin, oui, c'est vrai que c'est des frais importants, mais ça fait partie de mon travail et moi, c'est mon image, c'est l'image que j'ai envie de donner, c'est d'avoir quelque chose de très travaillé, et d'aller toujours au bout». Et je suis accompagné par des architectes, notamment je pense à mon ami, intime René Bouchara qui m'accompagne, qui a fait toutes mes galeries, tous mes stands et qui m'accompagne dans mes projets et qui, me permet d'avoir une vision aussi, à travers, une scénographie parce que il faut se réinventer, il faut pas faire toujours la même chose. Je veux dire, de poser des objets sur des socles et de mettre des spots, c'est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, il faut créer le désir. Les gens ont envie d'être attirés. En tout cas, si vous voulez voir toujours les mêmes personnes, peut-être vous faites toujours la même chose, mais je pense que moi, mon but en tant que marchand, ma satisfaction, c'est quand j'ai quelqu'un qui rentre, qui ne connaît pas, il regarde et qui se dit: «Mais c'est génial, je trouve ça superbe» et qui d'un coup va se poser la question de se dire: «Mais attends, j'adore ce qu'il a fait, pourquoi pas éventuellement mettre ça chez moi, même si ça n'a rien à voir, mais pourquoi pas, faire ce mélange?» Et c'est là où j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile, où la personne va s'imaginer acquérir une pièce pour la mettre dans un intérieur ou dans un univers qui n'a rien à voir, donc une galerie évidemment, parce qu'il faut quand même se projeter. Heu, c'est pas évident de se lever un matin, de se dire: «Tiens, je vais acheter un objet, Dogon, du Mali et puis je vais le mettre, sur ma commode là devant la cheminée, ça sera parfait». Ça me paraît un petit peu complexe comme démarche et voilà, de manière instinctive. de la manière, dont vous me parlez, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes sur des codes, de communication et des codes en fait, d'approche, du clientèle qui sont ceux de l'art, contemporain. Alors bien sûr, il y a pas des artistes vivants, dans vos objets, mais Ça nous est arrivé d'exposer des artistes vivants en parallèle. Encore une fois, on a exposé Soulage, de son vivant. On a fait une expo aussi avec, Lalanne. On a exposé quelques jeunes designers qui étaient encore en activité effectivement et ça nous est arrivé. ce que je voulais dire, c'était surtout, en matière d'accès à l'objet. Donc, ce verrou de connaissance, ce verrou, esthétique dont vous disiez, dont vous parliez tout à l'heure, c'est que justement les gens ne connaissent pas, mais qui justement, grâce à un travail, de prémâchage comme vous dites, bah, en fait, elles ont, plus de chances d'acquérir l'objet et après de pouvoir, l'admirer
et le faire admirer. Et cette immédiateté, je la retrouve plus facilement dans le marché de l'art contemporain que dans le marché de l'art ancien. Est-ce que c'est juste ma vision, ou Si vous voulez, c'est un peu des codes de grandes maisons, si vous voulez, je pense, hein, sans prétention. La papeterie, la façon de soigner le décor, l'image, notre, charte graphique, notre photographe qui fait des photos magnifiques. Clémence Chevalier, ma directrice, qui est quelqu'un qui est très impliqué, dans l'esthétisme, dans l'histoire aussi et qui tient rigoureusement, l'image de la galerie et toutes nos expositions et nos projets, on va dire artistiques, qui sont une partie importante. Notre image, est très soigné, autant sur les réseaux que, pour nos clients. On essaye vraiment d'être, jusque-boutiste dans tout ce qu'on fait, d'aller toujours plus loin, et d'ailleurs pour nous, ce qui est important, c'est l'expérience de notre client. On parle d'expérience client, c'est vraiment important. Je pense que c'est pas quelque chose qui a toujours été pris en compte. C'est vrai qu'on a toujours un peu l'image, de la vieille galerie, on n'ose pas pousser la porte, puis on rentre, on se sent mal à l'aise parce qu'on a l'impression de déranger. Nous, on essaye de tout faire pour éviter ça. C'est vrai que moi-même, j'ai vécu en étant jeune marchand et des fois, il y avait des galeries, j'osais à peine pousser la porte et quand je rentrais, on ne disait pas bonjour et donc je disais: «Bonjour, excusez-moi», enfin, faut s'excuser presque parfois. Un peu, si vous voulez, démocratiser ce côté, sonnette quand on rentre, on a l'impression d'arriver dans une banque, c'est un petit peu gênant parfois de rentrer dans une galerie et puis il faut oser le faire et encore plus quand c'est pas quelque chose qui vous intéresse à la base. Donc vous imaginez toutes les étapes et les chemins qu'il faut traverser quand vous êtes un jeune, amateur, avant d'arriver au but, qui est à dire de commencer à s'intéresser aux objets. Nous, on a vraiment une grosse partie, on accompagne nos clients, on les aide à se documenter, on leur offre beaucoup de livres, de littérature, mais on essaye de se baser sur des codes de grandes maisons en leur montrant, en les rassurant avec toutes ces choses, tout ce qui fait notre, rigueur, leur charte graphique qui sont dans un endroit où les choses sont, soignées. Et je pense que ça fait partie de l'expérience, en fait. L'expérience client pour moi est essentielle. waouh, en fait, Lucas, en vous entendant, on est vraiment, je le sens, dans une nouvelle façon, une nouvelle manière, d'appréhender le métier, et ça, je trouve, vraiment génial. Et je suis pas pour autant critique, hein, si vous voulez, pour les gens qui ont, on va dire, l'ancienne approche du métier, mais je pense que c'est générationnel, comme vous dites. C'est une vision différente du métier. Moi, je pense que les jeunes marchands aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, hein, faut pas se mentir. Je ressens quand même une entraide et un soutien entre nous. Si vous voyez, quels que soient les domaines, je trouve qu'aujourd'hui, mes confrères, moi, j'ai fait beaucoup d'expos avec des confrères. Là, j'ai fait notamment une exposition avant les vacances avec, mon ami, intime Oscar Graf, qui était le curateur d'une exposition où on est venu, mélanger, heu, tout type d'art, en sélectionnant des pièces majeures. Il y avait de l'archéologie, il y avait beaucoup de l'art japonais, de l'art asiatique. On s'est vraiment amusé à faire un concentré d'art en sélectionnant 2 ou 3 pièces majeures de chaque domaine et on a créé une espèce d'exposition qui aurait pu être muséale, hein, enfin sans prétention et on a pris un plaisir fou à faire ça et en fait, on est plus ou moins tous de la même génération. On s'est rendu compte qu'on est tous sur la même longueur d'onde, on a tous le même but et on est là en train de on s'entraide et je pense que ça vraiment aujourd'hui c'est important, de le remarquer. Je pense que c'est assez facile d'avoir un avis négatif extérieur en disant qu'on est des marchands, que le métier n'est pas ce qu'il est, que c'est facile, qu'on fait rien. Enfin, je veux dire, il y a des a priori souvent, extérieurs, où on est là dans la galerie toute la journée à attendre le client, mais c'est pas vrai. Je veux dire, après ça dépend de l'ambition de chacun, mais nous on est une équipe, on est 5 personnes à la galerie, ce qui est beaucoup pour une galerie d'antiquaires et on s'ennuie pas du tout, ça je peux vous le dire. On est sollicité sans cesse et je pense qu'il faut que les gens comprennent que les galeries aujourd'hui, c'est plus forcément l'image qui se faisait avant, d'un lieu où les gens attendent, ils sont dans l'attente. Non, c'est pas du tout ça. Il y a un travail en amont qui est très important. Moi, j'adore cette notion d'entraide, de réseau, en fait, dans lequel, ensemble, on va plus loin. Bah oui, c'est ça et je pense que c'est caractéristique de notre génération et vraiment, enfin, je pourrais avoir mon père avec qui je suis en de très bons rapports et voir les marchands de sa génération, même si c'était de très bon enfant et qu'ils sont tous amis, quand il y avait l'occasion de faire un petit tacle, par derrière, c'était, tout à fait concevable, hein. Voilà. Bon, Lucas, vous savez qu'avec cette conversation, on va quand même vexer une partie de mon audience. Non, mais je vous ai dit au départ que j'ai mon père avec chez qui je m'entends très bien, fait partie de ces gens-là et on en rigole tous les 2 si vous voulez et lui se moque de moi et moi je me moque de lui, donc c'est bon enfant.
et pas du tout, j'attaque personne. Et je pense que c'est juste 2 visions du métier différentes. Et il y a un conflit générationnel évident, mais il est pas malsain. C'est quelque chose de tout à fait, normal, et comme dans tous les métiers, il y a des évolutions, et comme je l'ai dit au début, je respecte beaucoup ce qu'ont fait, nos prédécesseurs, et ils ont fait des choses magnifiques, et j'aimerais ou espérerais en arriver même à leur niveau. Donc je suis assez humble là-dessus. Je ne suis pas plus intelligent que les autres, loin de là. Pour, continuer notre interview, Lucas, je voulais savoir, selon vous, aujourd'hui, quels sont les plus grands défis, du marché de l'art, notamment donc pour, votre domaine? Alors, des défis, d'ordre réglementaire, des défis de viabilité économique, entre plusieurs choses, la réglementation sur les provenances qui est de plus en plus stricte, et la partie, au niveau des foires, des coûts, des investissements qu'il y a derrière, donc c'est pas facile pour tout le monde de, faire des investissements conséquents. Voilà, est-ce que vous pourriez un peu nous situer votre point de vue? Écoutez, oui, notre métier est en perpétuelle évolution, et je pense que surtout ces dernières années, on a connu, on va dire qu'on va baser ça sur l'après-Covid, parce qu'on va dire qu'il y a eu quelque chose comme avant le Covid, mais l'élément marquant, le vrai changement, c'est l'après-Covid. Avant, on va dire que les foires posaient une partie omniprésente de notre vie de marchand. Ça devait d'ailleurs en être une priorité pour beaucoup d'entre nous. On comptait beaucoup là-dessus pour travailler, et depuis le Covid, il y a eu un petit changement où les gens, effectivement, certains types de collectionneurs se déplacent moins, ont moins envie d'être avec du monde, ont moins envie, évitent les rassemblements, et préfèrent la confidentialité. Et moi, je suis un défenseur. Moi, je participe à TFR Maastricht notamment depuis, de longues années, que je défends, et qui est une foire magnifique. Là-bas, j'ai commencé en 2013, j'ai vraiment et ça a été un tournant dans ma carrière quand ils m'ont accepté la première fois au showcase. Je suis un grand défenseur de cette foire que je trouve extraordinaire, mais je trouve qu'aujourd'hui, nous marchands qui possédons des galeries, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui ont des galeries, il faut, qu'on opère un espèce de retour aux sources. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille dans nos galeries, qu'on redonne envie aux clients de venir nous voir, parce que la galerie, c'est quand même un lieu d'accueil. C'est un lieu où les collectionneurs peuvent venir en toute confidentialité quand ils le souhaitent. On peut partager un moment, on peut réfléchir, on peut regarder des livres, on peut se poser sans être, interrompu, ou avec l'espèce d'attraction où beaucoup de monde qui vient vous couper la parole. Moi, je trouve que la galerie, c'est le lieu parfait pour faire une exposition, pour montrer des pièces d'exception, pour, recevoir nos clients, et je trouve qu'aujourd'hui, on doit remettre l'accent sur nos galeries. Je pense que c'est très important, de retravailler sur, l'intérêt et la qualité de nos galeries. De faire des expositions, de se donner du mal, de faire de beaux livres, de faire des catalogues d'expositions pour, pérenniser notre travail de marchand qui n'est pas juste hors galerie. Vous voyez ce que je veux dire? On investit, des sommes considérables, parce que lorsque vous vous déplacez, c'est des investissements très importants. On a investi beaucoup pour, quand on fait une foire, vous avez à peu près entre général entre 5 jours et une semaine pour vendre des pièces, pour rentabiliser, pour les frais, les voyages, les transports, ça fait beaucoup de choses, et si vous voulez, c'est un espèce de cercle où finalement, à un moment, il faut lever le pied, parce qu'il y a peut-être pas d'issue, ça ne s'arrête jamais, il faut toujours approvisionner. Si vous voulez, nous, antiquaires, on n'a pas non plus un stock indéfini, donc c'est quelque part un peu un sacrifice, parce que vous devez vendre des pièces pour payer vos frais. Et est-ce qu'au final, quand vous faites le positif et le négatif, à la fin de l'année, vous avez dépensé combien de pièces pour payer vos sommes? Et est-ce que vous avez vraiment rencontré des gens? Parce que le but pour moi d'une foire, certes, c'est de vendre pour payer vos frais, et un peu plus, tant mieux, mais c'est de rencontrer des gens, et que ces gens-là viennent dans votre galerie après, parce que, vous avez un temps très réduit pour vendre, donc c'est très court, et souvent, vous concrétisez pas toujours sur le stand ou sur le salon. Il faut des mois, parfois, de discussions, d'échanges, et pour moi, une foire, c'est un lieu de rencontre. Mais moi, aujourd'hui, je trouve qu'il est important, il ne faut pas négliger ni l'un ni l'autre, mais il faut trouver un juste milieu, un équilibre, où certains de mes confrères parfois, ont participé à beaucoup de foires, et ils se sont mis des pressions financières assez importantes, et je trouve que c'est difficile aujourd'hui. Il faut vraiment être un bon gestionnaire, il faut faire très attention parce que ça va très vite, et il faut essayer de se donner des priorités, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une foire, c'est un risque, parce qu'on ne sait pas, on n'a aucune garantie, de comment ça va se passer. En tout cas, quand vous êtes une jeune galerie, entre guillemets, nous, une jeune galerie, ça fait à peu près 20 ans, mais quand même, on n'a pas des ressources infinies, et il y a vraiment, je pense qu'il faut avoir une vision d'entreprise, et savoir où on va, et naviguer à vue, quoi.
parce qu'il y a des risques. Il y a quand même des risques qu'il ne faut pas oublier. Je sais que les galeries d'art contemporain ont un business model plus axé sur les foires que nous. Nous, antiquaires, c'est pas forcément évident de vendre une pièce en 2 jours ou sur le moment même, sachant qu'il y a tout un travail de négociation, d'explication après qui va venir. Donc je pense qu'il faut continuer à faire des foires, mais il faut cibler les foires qui nous réussissent. Chaque marchand, ça dépend de tous les marchands et des spécialités évidemment, hein. Mais moi aujourd'hui, je ne participe plus, qu'à TEFAF Maastricht qui est, très, très importante, émotionnellement, historiquement et c'est là où je vois vraiment des clients importants que je ne vois pas de l'année et il y a un vrai intérêt pour moi d'être là-bas et ça me permet de faire, tous les ans une démonstration où j'amène mes plus belles pièces, où vraiment, ouais, c'est très important pour moi, d'y participer et d'y être et c'est un rendez-vous, quasi incontournable. Très bien et une dernière question, Lucas, justement au sujet des objets, ainsi appelés orphelins, qui rentrent dans cette, dynamique, où, le manque de provenance fait que, bah, finalement ils deviennent, invendables ou sinon pas vendables dans les circuits de vente, disons, officiels et classiques. Hem, Quel est votre point de vue? C'est vrai que c'est un sujet, j'en parle avec tous vos confrères. Qu'est-ce que vous en pensez? Manque de provenance, moi je trouve pas déjà parce que manque de provenance, chaque objet a une histoire et nous, notamment dans l'art africain, on a une base de données qui est une base de données, pour les professionnels qui est sur laquelle je crois que ça fait bientôt plus de 10 ans qu'elle existe, les archives de Van Rijn. C'est des ça s'appelle Guy Van Rijn, c'est le monsieur qui les a créés avec à l'époque, un historien aussi et ça fait à peu près, Heu, peut-être même 15 ans, qui référence toutes les pièces qui passent en vente et qui sont publiées ou qui sont dans des expositions à travers le monde. Je crois que c'est presque plus de 100 000 objets aujourd'hui et tous ces objets-là ont des provenances qui sont mises à jour régulièrement quand ils sont exposés ou quand on les retrouve ou quand on les revoit dans des catalogues de vente. Il y a un travail énorme et auquel nous, tous les marchands, participons. On subventionne cette activité, qui est tout à fait non lucrative et qui permet à nous de retracer les objets. Donc aujourd'hui, un objet vierge, comme vous dites, sans aucune provenance, moi je crois que ça ne m'est jamais arrivé. À moins que même un particulier vous amène un objet et vous explique son histoire, il y a une provenance, il l'a eu par transmission de ses parents, il nous rédige un papier qui nous permet de valoriser, de prouver cette histoire. Donc des objets avec aucune provenance aujourd'hui, je n'y suis pas confronté du tout et franchement, je n'en vois pas et quand vous achetez en vente publique, normalement, vous avez quand même une provenance aussi donc et puis il est très rare qu'un objet ne soit pas dans la base de données. Nous, c'est immédiat quand on a un objet ou quand on nous propose un objet, quand on voit un objet en vente, on le met dans la base de données grâce aux informations qu'on a, on peut le retrouver assez rapidement et on a des éléments de provenance, par exemple, qui ne sont pas toujours dans la vente et qui nous permettent de retracer la pièce. C'est souvent, des bonnes surprises et parfois on peut savoir qu'il est passé en vente, il y a quelques années auparavant. Donc nous aussi, ça nous permet d'avoir une vision assez claire. Mais en tout cas, pour notre domaine à nous, je trouve qu'on a des outils qui nous permettent de tout à fait justifier, la provenance, de tous les objets qu'on a, du moins tous ceux qui passent par nous. En tout cas, on a toujours une histoire, un historique assez limpide. On est assez chanceux, je trouve, dans notre domaine à avoir ces bases de données et ces outils et même on a des bases de données que pour les ventes, des bases de données pour les objets. Franchement, tout ça regroupé, c'est très rare qu'un objet passe au travers. Moi, ça n'arrive quasiment jamais. Mais c'est vrai, les gens ne le savent pas forcément parce que ce sont des choses qui sont réservées aux professionnels et il faut être un marchand pour avoir accès. Donc c'est vrai que les particuliers ne savent pas forcément mais moi, nous, c'est ce qui nous permet de tracer, les objets, d'avoir les provenances que vous n'avez pas, même sur internet. Mais de manière très importante, ça je pense que c'est important de le dire même dans le podcast, c'est qu'en fait on a, je trouve une visibilité et une traçabilité sur les œuvres dans notre domaine, dans l'art tribal, dans l'art africain parce que cette base de données surtout sur l'art africain, qui est assez étonnante. C'est-à-dire qu'on a vraiment, il y a ça arrive très rarement, même en vente publique, qu'on voit un objet qui n'est pas connu de nulle part. Ça, c'est quasiment, enfin, en tout cas, ça n'arrivera de moins en moins puisque les données s'alimentent automatiquement et c'est vrai que je vois, par exemple, par rapport à d'autres domaines où, par exemple, une commode de Louis XVI, bah, il faut la retrouver dans un livre, référent, ça va être compliqué. Il y a un vrai surtout que c'est parfois des meubles qui ont été produits en série, où il y en a eu plusieurs, où quelle est la chaque pièce africaine est unique. Donc il y a une mesure, il y a une taille, il y a une photo. À partir de ce moment-là, vous avez une traçabilité et même nous, quand on a des provenances, on est amené à les confirmer avec les collectionneurs s'ils sont toujours en vie. On fait vraiment ce travail et je trouve que enfin moi, je trouve ça très rassurant et je ne suis pas du tout inquiet,
par rapport au travail que nous on fournit. Moi, je me trouve assez carré là-dessus et je trouve que c'est une partie importante de notre métier et on le fait, au maximum de ce qu'on peut faire et je trouve que c'est très satisfaisant, franchement. Lucas, merci infiniment pour, cette conversation. J'ai appris, beaucoup de choses et je pense aussi, nos auditeurs. C'était un vrai plaisir, de discuter avec vous. Je suis ravi. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup et je vous souhaite une, très bonne journée. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.